Cette troisième hypothèse est probablement la moins répandue, tout simplement parce qu'on parle d'autre chose. Mais il n'en reste pas moins que l'insécurité intérieure demeure, que le terrorisme islamiste, c'est le sous-titre du dernier livre de Mohamed Sifawi, aux éditions Éric Bonner, est une menace permanente, et une menace qui a évolué pour devenir une menace internationale, une menace française, une menace véritablement intérieure, et ça ne s'est pas fait en un jour quand même. Bonjour à tous. D'abord, ce n'est pas un livre d'actualité, c'est un livre d'explication d'un phénomène qui s'est manifesté de façon à la fois spectaculaire et dramatique devant l'opinion publique française à plusieurs reprises, en 2012 avec les attentats de Mera, dont on commémore la 10e année, mars 2012, avant, mais beaucoup l'avaient oublié, les années 90 avec les attentats du GIA, quelques années auparavant, les années 80 avec les attentats d'inspiration chiite, inspirés notamment par le régime iranien, entre autres. Et évidemment, à partir de 2012, on a eu cette fameuse année 2015 et cette fameuse année 2016 où se sont multipliés les attentats avec en arrière-plan l'existence de ce proto-État qu'on a appelé Daesh. La question que j'ai voulu soulever, c'est que l'opinion publique, ce n'est pas de sa faute, parce que je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de décryptage, même si les ressources existent, ne s'est intéressée qu'à la partie immergée de l'iceberg, que la partie la plus spectaculaire, en l'occurrence le terrorisme. Le phénomène, en fait, se décompose en deux parties, et c'est ce que j'ai voulu expliquer. D'abord, il y a une menace, évidemment, sur la sécurité nationale. C'est une menace importante sur la sécurité des biens et des personnes, sur l'intégrité physique des citoyens, mais la menace aussi est d'ordre idéologique. Et elle est d'ordre idéologique avec des conséquences sur la politique intérieure incontestablement, puisque nous savons, et c'est souvent enseigné dans des instituts aussi prestigieux que celui-ci, que dans l'histoire des idées, lorsqu'il y a des idées qui s'expriment, ça génère souvent des idéologies contraires, ou antagonistes, à tout le moins. On n'est pas face à des phénomènes linéaires. Pour parler clairement, le phénomène islamiste est réel, il ne s'agit pas de nier son existence, en tout cas ce n'est pas moi qui nie son existence, puisque je ne sais essayer de tirer la sonnette d'alarme à travers différents médiums depuis plus d'une trentaine d'années, c'est d'essayer de faire un diagnostic juste et de proposer des solutions à la fois réalistes, sérieuses et qui puiseraient leur essence dans ce qui constitue l'âme idéologique de ce pays, en l'occurrence la République, et dans l'état de droit. Il ne s'agit pas, de mon point de vue, de puiser une réponse ailleurs que dans l'état de droit. D'ailleurs, tous ceux qui se sont essayés à puiser des réponses ailleurs que dans un corpus équilibré et dans un droit, en respectant leur propre législation, se sont écrasés face à un mur. C'est-à-dire qu'ils ont lamentablement échoué. Je veux dire que même les plus grandes dictatures, qui ne respectent absolument aucun principe, aucune valeur universelle, n'ont pas réussi à vaincre ni la menace islamiste, ni la menace terroriste. Donc, ni la menace idéologique, ni la menace sécuritaire. Même si, ponctuellement, elles ont pu les fragiliser. Peut prendre certains ont, je dirais, cette proportion à avoir des fascinations pour des hommes d'État forts. On cite Bachar al-Assad. Alors oui, Bachar al-Assad a écrasé les islamistes ponctuellement. Il n'a pas vaincu l'islam politique en tant qu'idéologie, tant s'en fallait. On nous parle de Poutine. On a, vous savez, qui en sont des admirateurs, y compris dans notre pays.
tout en sachant que ses admirateurs, y compris chez nous, ne vivraient pas sous l'autorité de sa une journée, sinon ils se suicideraient entre 17h et 18h30, tant que nous connaissons quand même l'intérêt et l'importance qu'accorde le citoyen français à sa liberté. Or, ce sont des régimes liberticides lorsqu'ils limitent la liberté pour les islamistes, ils limitent la liberté pour tout le monde. Généralement, les régimes liberticides ne limitent pas le champ des libertés pour une seule catégorie de personnes. Donc ce livre est aussi pour raconter comment la menace islamiste, qui est bien réelle, est en train d'alimenter d'autres dangers, d'autres extrémismes. Il y a deux autres extrémismes qui s'alimentent d'une façon ou d'une autre de l'existence de l'islam politique en tant qu'idéologie. Il y a un an et demi, j'ai fait une enquête qui est intitulée « Fossoyeurs de la République » où j'ai expliqué c'était quoi l'islamo-gauchisme, un phénomène qui est souvent nié. Mais il y a aussi l'extrême droite, ou les extrêmes droites aujourd'hui, qui n'ont absolument rien dans leur programme, sinon utiliser cette thématique pour essayer de se nourrir, pour essayer de légitimer à travers un discours populiste, parce que souvent les extrêmes droites prennent les peuples pour des idiots, parfois pour ce qu'ils sont, et parfois pour ce qu'ils ne sont pas, pour dire les choses clairement. Je pense que la majorité, heureusement, ne l'est pas, mais ils les prennent pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des idiots, et ils leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre en essayant de flatter des égos, et en essayant surtout de les amener vers quelque chose qui est totalement fausse, qui ne peut pas exister, que je répète souvent, c'est d'utiliser la colère, l'angoisse, l'inquiétude, et essayer d'amener la population à en faire de la colère un projet politique. Or, jamais la colère ne peut être un projet politique. Jamais l'inquiétude, la peur, la crainte ne peuvent être un projet politique, ne peuvent être le socle d'un projet politique. Et combien même le serait-il quand ils le sont, à chaque fois qu'ils l'ont été, en tout cas l'histoire nous l'enseigne, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe pour les peuples qui ont décidé de croire que la colère ou la haine ou le rejet de l'autre, dans sa globalité, dans son essence, pourrait être un programme politique ou un projet social. Donc, c'est un livre qui n'est pas très volumineux, mais c'est un livre qui explique d'abord et avant tout comment, comme cela a été dit, de façon très succincte et brève, contrairement à ce que je présente, que la menace islamiste, d'abord exogène, est devenue en l'espace d'une quarantaine d'années une menace endogène. Ce n'est pas une menace d'étrangers, contrairement à ce qu'on croit, c'est une menace représentée par des nationaux. Alors bon, certains, on a beau les renvoyer systématiquement à leur origine, ça peut rassurer certains de dire que ce n'est pas notre concitoyen, mais parfois, quand il y a cette faiblesse de le croire, quand une personne née en France, grandit en France, fait l'école de la République, de la maternelle jusqu'au lycée, ou même voire au-delà pour ceux les islamistes qui vont suivre un cursus universitaire, lorsqu'on a comme seule langue ou langue maternelle le français, qu'on baragouille plus ou moins des mots comme ci, comme ça d'arabe, sans véritablement maîtriser cette langue, quand on est obligé d'aller en Égypte ou ailleurs pour apprendre l'arabe, alors qu'on est soi-même d'origine maghrébine ou africaine, en tout cas se disant d'une confession musulmane, on est français. On est français. On est français de parents étrangers ou de grands-parents étrangers, probablement. On est français converti. On ne va pas renvoyer les gens à une étrangeté dès le moment où ils se convertissent à une autre religion, qui n'est pas la religion majoritaire. Donc, c'est devenu un problème national. C'est important parce que le diagnostic qui consiste à dire aujourd'hui le terroriste, ou pas seulement le terroriste, y compris celui qui représente un danger idéologique pour nous tous, celui qui cherche à fragiliser des valeurs qui fondent le projet de société de la République française, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, et un certain nombre de principes essentiels, c'est ce qu'on appelle le profil next door, c'est-à-dire next door, c'est-à-dire le voisin. Ça peut être n'importe qui, ça peut être la personne qu'on croise tous les jours dans la rue, ça peut être quelqu'un avec lequel on travaille, ça peut être
Et c'est tout le côté pernicieux de la menace islamiste. Quand elle devient une menace intérieure, il faut l'avoir comme une menace intérieure. C'est-à-dire que, je le dis, d'autant plus que beaucoup de politiques qui ne sont pas du tout ni au fait de réalité, qui plutôt utilisent le populisme parce que le sujet est d'une certaine complexité, généralement le politique n'a pas la complexité, il va vers la simplification, non pas la simplification mais vers le simplisme. Il est plus facile de dire c'est l'étranger. Il est beaucoup plus facile de dire c'est l'étranger, comme ça on préfabrique quelque chose qui, c'est ça que je vous disais, ils prennent souvent les autres pour les idiots, ils préfabriquent quelque chose qui est intelligible en apparence. Quand on dit c'est notre compatriote, ce sont d'autres choses qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire d'autres politiques. Il ne s'agit pas de dire ça comme si c'était une fatalité. Il s'agit de mettre en place d'autres politiques. Quand on dit c'est l'étranger, il faut fermer les frontières. Et le problème est réglé. On revient au Moyen-Âge, on construit des tours et des murailles, et le problème est réglé. Parce que dans l'inconscient collectif, quand on ferme, le problème est réglé. Et le danger, de toute façon, ne peut pas venir du voisin, il vient toujours de l'étranger. Donc, je ne dis pas, encore une fois, que mon propos ne soit pas mal compris. Chaque État souverain doit mettre en place une politique d'immigration, d'accueil, etc. Ce sont deux sujets distincts, c'est ce que je dis. L'islam politique et les questions migratoires, ce sont deux sujets distincts. Même si, à un moment donné, ils se sont rejoints, ou si on peut expliquer qu'il y a des liens et que l'islam politique ou l'islam sont rentrés en France par le biais des flux migratoires, mais il y a des pays où il n'y a pas une grande tradition migratoire, l'islamisme est rentré. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, etc., à l'heure de la circulation des idéologies et des idées, on ne peut pas dire qu'il suffit de fermer les frontières. Il faut fermer les frontières, il faut fermer Internet, il faut arrêter les réseaux sociaux, enfin il faut inventer un régime chinois à la française. Et je vous laisse imaginer, si je reviens vers... Donc la question, en fait, lorsque on regarde de plus près, c'est, pardon, je parle d'un deuxième livre collectif que j'ai dirigé avec une dizaine d'experts. Aux éditions du Cercle. Hein. Aux éditions du Cercle, qui s'appelle Comment vaincre l'islamisme. On a essayé d'aborder l'ensemble des sujets. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un sujet central, me semble-t-il, qui n'est jamais abordé en France. C'est la question de la politique de la ville. La question de la politique de la ville n'est jamais citée avec acuité. Et au-delà de la politique de la ville, c'est la question de la ghettoisation des quartiers. Certains ghettos dans lesquels il y a eu un désengagement des pouvoirs publics depuis plusieurs années, où on a laissé les islamistes prospérer, et ces ghettos ethno-religieux sont utilisés comme de véritables bacs à sable par les recruteurs islamistes depuis plusieurs années. Quand vous voyez les profils ou ce qui relie la plupart des terroristes, ou la plupart des islamistes qui défraient la chronique par un prosélytisme effréné, par des discours anti-républicains, certes, c'est l'islam politique, dans ses différentes versions, le salafisme, les frères musulmans, etc., le tablir, mais ce sont les quartiers d'où ils sortent, et la configuration, le profil de ces quartiers. Et il est intéressant d'observer d'où Mohamed Merah est sorti, où il a évolué, les frères Kouachi, Koulibaly, enfin voilà, je peux vous citer quasiment tous les... Non, simplement, moi, la politique de la ville, que journaleux, ça fait 40 ans que j'entends parler. Hein. Donc, il y a un échec de la politique de la ville. On a tenté, quand même, les politiques de la ville. Et quand on dit politique de la ville, on parle de politique des banlieues. Je ne parle pas des politiques des banlieues, je parle vraiment de politique de la ville, puisqu'on a aujourd'hui l'islamisme des villes, on le connaît, et l'islamisme des champs, on le connaît moins. Il y a aujourd'hui dans certaines régions de France, dans des villages, des manifestations islamistes, parce que ces lieux ont été gérés aussi, comme ont été gérés certains quartiers dans les grandes agglomérations, donc Paris, Lyon, Roubaix, Lille, Toulouse, etc. Nice et j'en passe. Le plus important, c'est qu'il faut essayer de décomposer le sujet. On a un sujet qui se décompose en trois sujets et qui font un seul. Il y a la question de l'organisation de l'islam dans ce pays. L'islam est une religion comme une autre, religion monothéiste. Je suis d'ailleurs très touché de m'exprimer
ce sujet dans cet amphithéâtre. Bruno Etienne, personnage illustre avec lequel j'ai eu quelques accords, mais beaucoup de désaccords sur une perception du problème islamiste en France, mais il faut reconnaître qu'il a été l'un des premiers, sinon le premier, à travailler dès les années 80 sur justement son livre L'Islam en France est une illustration assez intéressante du travail qu'il avait accompli à l'époque, parce qu'il a été l'un des pionniers, mais les désaccords ont porté sur justement une certaine perception qui l'amenait probablement par bienveillance, parce que c'était quelqu'un de très bienveillant, qu'il n'était pas important de voir le danger que pouvait représenter l'islam politique. Et que ce danger n'était vu que par le prisme justement de la question de la violence. C'est-à-dire, d'ailleurs, il a utilisé un terme qui continue d'être utilisé par certains politiques et certains observateurs, c'est l'islamisme radical. Moi, je considère que l'islamisme est radical par définition, donc je ne lui adjoins pas un adjectif. Je parle soit d'islam radical, je pense qu'il faut parler soit d'islam radical, l'instrumentalisation politico-idéologique de l'islam, pour le rendre radical, soit de l'islam. Ou alors on parle d'islamisme. Et d'islamisme, avec le suffixe isme, la langue française nous apprend qu'il s'agit le plus souvent d'idéologisation de la racine, en l'espèce ici de l'islam, donc l'idéologisation de la religion musulmane. Bon, pour reprendre le fil, il y a trois sujets. Le sujet de l'islam, donc religion monothéiste, pratiquée de façon apaisée par une majorité, faut-il le rappeler. La question de l'islamisme, qui est un deuxième sujet. Les islamistes sont évidemment des musulmans, mais qui ont une pratique militante et qui sont dans une approche obsessionnelle et identitaire de la religion, une instrumentalisation qui obéit à des logiques qui ont été, excusez-moi, j'ai oublié de mettre sur silencieux, c'est fait. La question de l'idéologisation de l'islam n'est pas une affaire française, c'est un phénomène international qui a impacté, qui a touché de plein fouet le monde arabo-musulman, d'abord, à travers des processus de réislamisation des sociétés qu'on matérialise par, y compris des changements de comportement, de mœurs, de codes vestimentaires, l'émergence du voile islamiste, et je souligne le voile islamiste qui n'est pas un normatif religieux, est une illustration. D'ailleurs, on s'aperçoit que lorsque le voile apparaît sous cette forme uniformisée, et donc uniforme dans le monde arabo-musulman, il apparaît vers la fin des années 70, et évidemment l'imaginaire collectif s'en souvient, c'est surtout à travers la révolution iranienne de Khomeini, où on voit toutes ces femmes habillées en noir, de façon à l'émergence du voile assez spectaculaire, même si d'autres voiles, plus la connotation plus culturelle existait jusque-là, mais n'avaient pas la même signification, ni le même emploi. Et donc, quand au niveau international et dans le monde musulman, le voile apparaît à la fin des années 70, il devient un sujet français à la fin des années 80. Et ça obéit à la même logique, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la réislamisation, je parle bien d'une réislamisation à partir d'un prisme islamiste des sociétés musulmanes. Cette même réislamisation a touché les communautés musulmanes vivant en Occident, et donc la partie la plus importante étant en France, le sujet est devenu en France. Et troisième élément, la question du terrorisme, qui est une question de sécurité. Je dirais paradoxalement que c'est la partie la plus facile. C'est-à-dire la partie du terrorisme, parce qu'il y a de la criminalité, il y a du droit, il y a du code pénal, il y a de l'emprisonnement, il y a de la lutte antiterroriste, il y a la police, la gendarmerie, l'armée. On connaît les institutions et les corps constitués qu'on mobilise, qu'un État démocratique mobilise pour faire face à ce phénomène, les services de renseignement, etc. Dans le cas de l'islamisme, il y a une confusion. D'abord, le citoyen lambda et même parfois l'observateur averti n'arrive pas, et n'a pas suffisamment travaillé, me semble-t-il, pour arriver à faire le distinguo ou à comprendre
à partir de quel moment on devenait islamiste militant, qu'est-ce qui était un musulman pratiquant, à partir de quel moment on est musulman pratiquant seulement, et à partir de quelle limite on franchit autre chose. Et ces nuances n'ont pas été suffisamment travaillées. Et pas seulement parce que les gens n'ont pas investi ce sujet, il y a eu énormément de livres, il y a eu des travaux universitaires très intéressants, de très haute qualité, et ils continuent. Le problème, c'est que, je parle de l'élite, hein. L'islam est un sujet, pardonnez-moi l'expression, je vais utiliser un mot très français, emmerde les dirigeants. C'est un sujet qui emmerde tout le monde. Parce que c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui est un peu casse-gueule, passez-moi de la trivialité, et qui doit mobiliser un certain nombre de connaissances pour pouvoir le mobiliser. Donc, au lieu d'aller dans la complexité, en maîtrise, on arrive à aller dans la complexité dans la nuance et à explorer. C'est un sujet fascinant, c'est un sujet magnifique. C'est un sujet, quand on aime les sciences politiques, quand on aime la géopolitique, quand on aime les questions idéologiques, quand on aime les combats idéologiques, etc. C'est un sujet passionnant. C'est pas moi qui dirais le contraire. Je travaille de façon obsessionnelle sur le sujet depuis maintenant plus de la moitié de ma vie. C'est pour vous dire.